Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette revue de presse geek. Aujourd'hui dans l'actualité, bien évidemment, nous allons parler de cette fameuse Switch Pro, apparemment Pro, qui a été annoncée par Nintendo. On va voir ce qu'il en est. On enchaînera ensuite sur un petit sujet Bitcoin, le Bitcoin qui est redevenu beaucoup plus facile à miner grâce à la Chine, et nous verrons ensemble pourquoi. Et enfin, sur les grosses actus, nous terminerons avec Freeflex. Free Mobile attaque la concurrence sur le terrain des smartphones subventionnés. Nous verrons ce qu'il propose. Du coup, nous allons bien évidemment commencer par la Switch Pro. Voici la nouvelle Switch OLED. Sans crier gare, après l'E3 2021, Nintendo a levé le voile sur une nouvelle version de sa Switch. Il s'agit du modèle équipé d'un écran OLED de 7 pouces et elle sera disponible au mois d'octobre. Et du coup, qu'est-ce qui change sur cette Switch ? Comme on pouvait s'y attendre, la gamme va accueillir un modèle plus haut de gamme équipé d'un écran OLED de 7 pouces contre 6,2 pouces pour la version actuelle. On peut y voir un moyen de répondre à la PlayStation 5 de Sony et à la Xbox Series X de Microsoft, même s'il ne s'agira pas d'une Switch plus puissante. Ça, c'est une précision qui a été apportée par la suite. La Switch n'a rien de plus puissant, il n'y a pas plus de RAM, il n'y a pas plus de puissance de graphique ou quoi. Cette Nintendo Switch est clairement un upgrade en termes de confort de jeu, car c'est vraiment l'écran qui est au centre de cette upgrade. Et du coup, on peut se demander qu'est-ce qui va changer de passer d'un écran LCD à un écran OLED. Eh bien, l'écran OLED propose une gamme de couleurs avec une meilleure tenue, des contrastes plus prononcés et surtout permet d'obtenir un meilleur noir. Et en prime, apparemment, l'écran OLED serait un peu plus économique que l'écran LCD. C'est pourquoi l'autonomie de la Switch reste le même malgré le fait qu'il y ait un écran légèrement plus grand. Et ça fait toujours plaisir. La Switch OLED était nécessaire. Voici ses caractéristiques. Comme la Switch normale, elle propose du jeu nomade et pourra être reliée à son téléviseur avec un dock fourni qui est désormais équipé d'un port Ethernet. Ça, c'est de l'upgrade, les gars. Bravo en marketing. On vous avait ajouté un port Ethernet à la Switch et on va l'acheter pour 350 balles. Notons que le constructeur a également amélioré le rendu sonore et retravaillé la béquille pour qu'elle soit plus pratique et plus grande. Il propose vraiment ça. Mais pourquoi j'irais acheter une Switch Quand j'y pense, en fait, c'est naze. Alors oui, un écran un peu plus grand, bon, ça je peux comprendre, mais les améliorations sont tellement pourraves. Une Switch s'en trouve à 250 balles, quoi. Et notons que le constructeur a également amélioré le rendu sonore et retravaillé la béquille pour qu'elle soit plus pratique et plus grande, comme on peut le voir sur l'image en dessous. Et du coup, ce qu'on peut tout simplement se dire, c'est est-ce que cette Switch va avoir des jeux spécifiques pour elle? Eh bien non. Contrairement à la New Nintendo 3DS, la firme Nippon ne veut pas répéter cette erreur et la Switch continuera de faire tourner les nouveautés. Donc cette Switch est vraiment là pour... c'est comme une Nintendo DS XL en fait. Il y a quelques petits ajouts et sans plus. Je trouve cette Switch un peu... L'annonce de cette Switch, je l'ai trouvé un peu maigre. D'autant plus que la Switch sera disponible le 8 octobre 2021 au prix de 350 € sans doute chez nous pour deux coloris, blanc ou bleu. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez avoir les détails des caractéristiques, mais cette Switch va proposer du 720p sur son écran et du 1080p sur un écran télé, sachant que comme vous pouvez le voir, l'autonomie, comme je le dis, reste la même malgré une augmentation de la taille de l'écran, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Il manquerait plus qu'on achète une nouvelle Switch plus chère que l'ancienne et qu'au final on ait une moins bonne autonomie. Actu suivante, miner du Bitcoin est devenu beaucoup plus facile, voilà pourquoi. La fermeture de la majorité des fermes de minage basées en Chine a de lourdes répercussions sur le Bitcoin. Pour faire face à cette nouvelle donne, le réseau a réajusté significativement la difficulté des puzzles mathématiques à résoudre pour miner des blocs sur la blockchain du Bitcoin. En fait, la blockchain du Bitcoin est structurée de manière à ce que lorsque la capacité de minage augmente, du coup, lorsqu'il y a beaucoup plus de mineurs, la difficulté de miner du Bitcoin est revue à la hausse. Et à l'inverse, lorsque la capacité de minage baisse, la difficulté des calculs est
allégé. Et on peut se dire tout simplement comment nous en sommes arrivés là. Eh bien, c'est la Chine qui a fait fermer la plupart des mines de Bitcoin. Le hash rate, du coup la quantité de calcul que l'ensemble des mineurs est capable de réaliser par seconde, a en effet été diminué de 54%. En fait, le pays a abrité jusqu'à présent la majeure partie du minage mondial, entre 65 et 75%, mais les autorités locales redoutent la spéculation que les crypto-monnaies peuvent entraîner et surtout la lourde facture énergétique du Bitcoin, parce que oui, le Bitcoin, ça bouffe de l'électricité et près de 90% de la capacité de minage du pays a ainsi été stoppée. La baisse de la difficulté du minage de Bitcoin va bien évidemment augmenter les revenus des mineurs qui vont soudainement avoir accès à une plus grosse part du gâteau et pourront ainsi gagner davantage de Bitcoin. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et maintenant on peut se dire, que va-t-il advenir de toutes ces mines qu'il y avait en Chine, toutes ces mines de Bitcoin qu'il y avait en Chine? Eh bien, il faut déjà voir la vitesse à laquelle le hash rate de la blockchain du Bitcoin va retrouver son niveau antérieur, et certaines entités ont déjà déplacé leurs fermes basées en Chine vers le Kazakhstan voisin, et une autre partie des acteurs ayant dû cesser leurs activités cherchent activement un nouveau point de chute. Et les États-Unis seraient apparemment un bon endroit, puisqu'apparemment certains États, comme par exemple le Texas, auraient mis en place des réglementations favorables à la crypto-monnaie. Dernière actualité avant de passer aux actus speedrun, Freeflex, Freemobile, attaque la concurrence sur le terrain des smartphones subventionnés. En guerre ouverte depuis des années avec la concurrence autour des smartphones subventionnés, Free s'attaque directement au problème en lançant sa propre offre du genre, Freeflex. Une formule présente comme plus vertueuse puisque 100% transparente, on va voir de quoi il s'agit. Pour éveiller l'appétit des observateurs, il n'a pas hésité à se grimer façon Sharon Stone dans Basic Instinct avec un petit teaser avec juste ce qu'il fallait d'intrigant. Je vous avoue que la vidéo vaut le détour. Je vous mets tous les liens des articles que je vous présente, ils sont tous dans la description si vous voulez aller relire, parce que l'intérêt c'est que moi je vous fasse un résumé de l'actu, mais que si vous voulez approfondir un sujet, bien entendu, vous pouvez aller lire tous les articles en description. Et du coup, au cœur de son propos, comme on pouvait le deviner dans cette pastille vidéo, un cheval de bataille de longue date du patron français des téléphones subventionnés. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un téléphone subventionné, eh bien c'est la pratique qui consiste à proposer aux nouveaux abonnés un smartphone pour un tarif en dessous des normes du marché, moyennant la souscription d'un forfait plus cher et engageant le client pour 1 ou 2 ans. On a tous eu ce forfait à un moment ou à un autre, on a tous compris que c'était de la pure arnaque, le fameux téléphone que tu payes avec un forfait 30, 40, 50 euros par mois, que sais-je. Et au bout de 2 ans, on se rend compte que c'était un peu de l'arnaque. Et le fondateur de Free qui n'hésite pas à qualifier ce genre de pratique comme étant du crédit à la consommation déguisé. Et du coup, nous allons voir ensemble ce que c'est que ce Freeflex. Concrètement, vous faites l'acquisition du terminal de votre choix parmi une centaine de références, dont apparemment 8% de téléphones reconditionnés, avec l'un des forfaits Free. Vous payez alors un premier montant, puis 24 loyers mensuels. Donc on paye déjà un premier montant, je pense, pour démarrer le contrat, et 24 loyers dans lesquels vous allez payer le smartphone. Sauf qu'à la fin, une option d'achat vous est proposée, généralement moins chère que votre premier versement. Vous faites donc l'acquisition définitive de votre smartphone pour un tarif total équivalent au prix du marché lors de la vente. Par ailleurs, l'abonné peut à tout moment acheter un smartphone en payant le reste de ses cotisations d'un coup. De même, le forfait étant sans engagement, il peut à tout moment y mettre fin tout en continuant à payer ses loyers à Free pour le terminal. Et ça, c'est génial. Tu es sans engagement, tu continues à payer ton loyer, mais tu peux te barrer en fait et payer ton téléphone tous les mois chez Free et avoir un forfait chez Orange, chez Bouygues, chez SFR. Et ça, c'est vraiment génial, c'est une souplesse. Un réseau qui est souvent controversé dans le sens où il est pas super stable, où on capte mal, etc. Il a clairement le mérite de proposer des choses qui bouleversent des choses qui bouleversent la concurrence. C'est notamment grâce à eux qu'on a des forfaits moins chers. Le forfait à 2 euros de Free, et ça a bousculé à vraiment tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, vous allez pouvoir enfin payer votre smartphone au loyer sans vous faire arnaquer. Et ça, c'est cool.
Et pour terminer cette vidéo, nous allons démarrer les articles speedrun avec donc tout un tas d'articles, je crois qu'il y en a 5 ou 6, sur des petites actus qui ne nécessitent pas forcément qu'on s'attarde trop longtemps dessus. Et la première, c'est après 1000 promesses, Elon Musk admet que la conduite autonome est compliquée à développer car il a écrit en répondant à un propriétaire Tesla qui s'impatientait de cette fameuse mise à jour attendue par toute la communauté, cette mise à jour qui offre la capacité d'une conduite entièrement autonome qui était, je le rappelle, facturée à 7500 € à la chute d'une Tesla. Elon Musk explique donc que la conduite autonome généralisée est un problème compliqué puisqu'il faut composer avec l'intelligence du monde réel. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si dur, mais le challenge est évident en y repensant. Rien n'a plus de degré de réalité que la réalité. Je comprends la déception, hein, mais ça va arriver, mais c'est toujours compliqué les deadlines, hein, c'est toujours compliqué. Et oui, en effet, on dit souvent qu'Elon Musk c'est un peu le Tony Stark IRL, sauf que clairement, avec Tony Stark, il n'y aurait pas eu de retard, je pense. Pour l'actualité suivante, j'ai trouvé ce petit article qui revient sur le système anti-fête développé par Airbnb. Alors, je n'étais absolument pas au courant que Airbnb développait des systèmes anti-fête sur sa plateforme. Du coup, quel est-il ? Avez-vous déjà entendu parler du système de sécurité anti-fête d'Airbnb ? Cet outil déployé aux États-Unis et au Canada aurait déjà permis de bloquer plus de 100 000 réservations suspectes depuis son lancement en juillet 2020. Quel est ce fameux système anti-fête ? Eh bien, c'est un système qui va refuser la réservation d'une maison entière aux utilisateurs de moins de 25 ans et qui n'ont apparemment que 3 avis positifs et aucun négatif sur Airbnb pour les réservations à proximité de leur lieu de résidence. C'est un algorithme qui reste comme ça assez simple, en tout cas au vu de l'article. Il suffit de regarder si l'utilisateur a moins de 25 ans, regarder son nombre d'avis et faire un sorte de périmètre autour de chez lui dans lequel il ne peut pas réserver. Et apparemment, ce système, lancé au Canada en 2020, aurait permis, selon la firme, d'observer une baisse significative des fêtes clandestines. Donc, voilà, je trouvais ça marrant de voir que un tout petit algorithme, je pense vraiment pas que ça soit compliqué, en tout cas tel qu'il est expliqué ici, peut vraiment changer la donne. Et surtout, je pense que c'est pour Airbnb un moyen d'éviter que ça ternisse son image qui a déjà un peu terni à cause des abus de réservation dans les grandes villes où ça a été bloqué, comme par exemple à Amsterdam où il y a eu trop de réservations et du coup Airbnb a été interdit là-bas. Pour cet avant-dernier article, je voulais qu'on parle de celui-ci, des joies du code qui postent des trucs assez marrants de temps en temps. Grillé, le site allemand d'Intersport affichait un nombre aléatoire, un nombre random de visiteurs sur ses produits. Le site allemand d'Intersport vient d'être pris la main dans le sac en affichant littéralement un nombre aléatoire de visiteurs sur ses produits. C'est-à-dire vous arriviez, vous avez déjà vu voir ça sur d'autres sites, vous arrivez sur la page d'un produit et vous pouvez voir il y a tant de visiteurs qui regardent en même temps que vous ce dit produit. Le hack dégueulasse repéré et partagé par un utilisateur de Reddit consiste en l'usage d'un div, donc une balise HTML div, dans lequel du code JavaScript vient insérer une valeur aléatoire en se basant sur les valeurs d'attributs max. Une valeur max et une valeur minimum, à savoir entre 5 et 30 visiteurs peuvent être apparemment présents en même temps que vous sur un même produit. Donc là vous pouvez voir par exemple ici, là il y a 24 personnes apparemment en temps réel avec vous qui visitent la page de cette raquette de ping-pong. L'utilisateur ayant partagé la capture ajoute en commentaire que le site allemand d'Intersport se targue de proposer 250 000 références de produits. En multipliant cela par le nombre minimum autorisé par ce magnifique générateur, donc en partant du principe que selon ce générateur, il ne peut y avoir que 5 utilisateurs minimum sur chaque page, on obtient donc un total de 1,250 millions de visiteurs sur le site simultané minimum, ce qui fait 1% de la population de l'Allemagne. Et ça fait quand même beaucoup de monde intéressé par le sport et surtout sur le même site en même temps, n'est-ce pas ? Voilà, donc il faut vraiment pas se laisser avoir par pareil les compteurs, il ne vous reste plus que 10 minutes avant la fin de la promotion. Tout ça
des leviers qui vont essayer de nous faire acheter des choses. Et il faut être vraiment conscient de ce genre de petites arnaques que peuvent essayer de mettre en place certaines personnes plus scrupuleuses. Enfin, pour moi, c'est surtout... Là, c'est le stagiaire, on lui a dit vas-y, mets un compteur, on verra pour la V2, on calculera le nombre de personnes sur la page, quoi. Et pour le dernier article, je souhaitais parler d'une IA qui rappelle alors les députés belges qui consultent un peu trop leur smartphone. Un compte Twitter épingle désormais les députés belges qui regardent leur smartphone au lieu d'écouter les débats au Parlement. C'est l'ultime flicage. Pour cela, une IA créée par un artiste digital analyse les images filmées pour y repérer les quelques indisciplinés. Son œuvre consiste en un programme qui, grâce à l'intelligence artificielle, repère les politiciens un peu trop distraits lors d'un débat. Dès que l'un d'eux consulte son smartphone, le logiciel identifie le coupable et le mentionne automatiquement sur Twitter et sur Instagram, accompagné du message « Restez concentrés s'il vous plaît ». Un jour seulement après sa mise en service, le logiciel a déjà fait 4 victimes et ne compte visiblement pas s'arrêter là. Alors bon, dans un pays comme la France où on critique autant les politiques, je suis surpris que ça sorte en Belgique avant de sortir en France. Après, l'article précise que certains internautes s'inquiètent en outre du caractère systématique de l'affichage, alors que les concernés peuvent devoir gérer une affaire urgente relative à la vie de leur pays. Mais oui, un téléphone, c'est pas seulement pour jouer à Angry Birds, c'est aussi un outil de travail pour certains. Et c'est bien cette phrase sur laquelle termine cet article. Pas systématique, c'est pas parce que quelqu'un est sur son smartphone que c'est forcément pour jouer aux jeux vidéo ou pour aller sur Instagram. Voilà pour cette revue de presse du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que tous les articles que je vous présente ici sont tous disponibles en description. L'intérêt pour moi, c'est aussi de vous donner envie sur un article et que vous-même alliez compléter vos connaissances en allant lire l'article en entier. Parce que bon, j'essaye malheureusement de condenser au maximum pour que la vidéo ne dure pas des plombes. Mais voilà, si vous voulez approfondir les sujets, tous les articles sont en description. En attendant, je vous dis à demain. Salut!